Yo, avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo contient du spoil sur le jeu, j'ai envie de dire logique vu que c'est un résumé. Mais bref, si vous n'avez pas encore fait le jeu et que vous comptez le tester, vous pouvez quitter cette vidéo. De toute façon, les vues sont déjà comptabilisées, donc j'en ai rien à foutre. Bon visionnage. Assassin's Creed, cette franchise qui nous fait découvrir au fil des années toujours plus de paysages magnifiques et extrêmement variés dans un gigantesque monde ouvert. On n'y contrôle jamais le même personnage d'un jeu à un autre, histoire de nous faire découvrir un grand lot de personnages extrêmement bien écrits. L'élément récurrent, on contrôle un assassin et les Templiers sont nos ennemis. Salut à tous et à tous, c'est Flip, laissez-moi faire un retour dans le temps. Bienvenue dans le monde d'Assassin's Creed Unity, à l'époque de la Révolution française. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est divisé en 9 parties que j'énumérerai pas par souci de temps que ça prendrait. Histoire de respecter un minimum le concept, c'est pas pour rien que ça s'appelle en bref. Cependant, pour que la compréhension soit plus simple, et la façon dont je vous raconte tout ça plus fluide, je réunirai tout ça en une seule et même histoire. Bon visionnage. Très bien, alors pour commencer, l'histoire débute avec une cinématique nous informant qu'on s'apprête à tester une technologie avancée nommée Helix, qui permettrait à n'importe qui de revivre l'histoire dans une sorte de VR en se mettant dans la peau d'anciens personnages. Et le projet débute sur notre personnage, Arnaud Victor Dorian, à la fin du XVIIIe siècle. Après la mort de son père nommé Charles Dorian, il va être adopté par François de la Serre, un Templier, après avoir rencontré Élise de la Serre, une autre enfant de son âge dont il va tomber amoureux plus tard dans l'histoire. J'ai envie de dire, voir son père se faire assassiner, c'est une enfance bien saine pour le développement d'un enfant. Ouais. Bah ouais, sale bâtard, même ton daron il joue. Bref, plus tard, à l'issue d'un complot, c'est un petit peu compliqué cette histoire, François de la Serre, donc le père adoptif d'Arnaud, va être assassiné. Et faute de chance, Arnaud se trouvait sur le lieu du crime et va être accusé à tort, ainsi qu'évidemment emprisonné. Grâce à l'aide du clan des assassins, plus précisément de Pierre Bellec, Balek. Ferme ta grande gueule. Bref, Bellec a déduit qu'il était le fils de Charles Dorian, le reconnaissant à la montre à gousset de son père. Arnaud va finalement pouvoir s'évader, il va alors se fixer une mission claire, trouver le vrai coupable. Et pour ça, il va rejoindre la confrérie des assassins. Bellec décide alors de le prendre sous son aile et lui apprendre des techniques d'assassinat. Par exemple, il va découvrir qu'Arnaud est doté de la vision d'aigle, ce qui lui permet entre autres de décrypter des messages ou symboles cachés en se concentrant très fort. Dehors, les cris de la foule font rage, celle-ci se dirige vers la Bastille pour la prendre d'assaut. C'est la révolution. Arnaud Dorian, notre personnage principal, commence donc réellement son enquête sur le meurtrier de son père adoptif, et par la même occasion, ses missions en tant qu'assassin. Après avoir assassiné Charles-Gabriel Siver et le roi des mendiants, il fit plusieurs découvertes, le meurtre de François de la Serre, qui, j'ai oublié de le dire, est le grand maître de l'ordre des Templiers, a été organisé par des hommes de main au service de quelqu'un ayant pour projet de le remplacer. Après avoir interrogé le fabricant de l'arme ayant permis de le tuer, il est immédiatement redirigé vers un homme nommé Lafrenière. Celui-ci va l'assassiner sans la permission de ses supérieurs assassins et va finalement apprendre que celui-ci n'y était pour rien. Légèrement impulsif le boob. Après ça, le nouveau grand maître de l'ordre des Templiers projette de tuer Élise. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Et ça fait quand même vachement longtemps que j'ai pas parlé de ce personnage alors qu'il est quand même vachement important. Je parle d'Élise si jamais. Arnaud réussit à la sauver et lui explique toute l'histoire. Celle-ci déduit de tout ça que le grand maître qu'il recherche n'est autre que François Thomas Germain et comme avec Arnaud, je vais l'appeler juste Germain parce que c'est beaucoup trop long à prononcer. Il veut alors faire équipe avec elle pour venger son père, malgré le fait qu'elle soit templier. Mais le problème, comment dire, c'est que Bellec n'est pas d'accord et il veut la tuer. Concrètement, il veut la tuer. Il considère ça comme une trahison de la part d'Arnaud de faire confiance à un templier. Le truc, c'est que, si vous avez bien suivi, vous le savez qu'Arnaud il aime ça Élise. Et ben, il va pas vraiment laisser passer ça, il va buter Pierre Bellec. Son meurtre aura lieu à l'issue d'un combat qui a été lancé par Pierre Bellec du coup, après qu'Arnaud ait refusé de tuer Élise. Au cours de son aventure, Arnaud va rencontrer de nombreux personnages historiques comme Napoléon Bonaparte, rien que ça, qui n'est alors qu'un jeune officier de l'armée française. 10 août 1792, le palais des Tuileries est attaqué par les révolutionnaires, venus capturer le roi Louis XVI. 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné sur la place de la Révolution. Germain, ayant profité de la Révolution française pour monter son plan, annonce alors à Arnaud que c'est là le résultat de tout ce qu'il a entrepris au sein des Templiers. Élise attaque les hommes de main de Germain, mais celui-ci réussit à s'enfuir. Elle accuse Arnaud de l'avoir laissé s'enfuir pour la protéger
et leur accord de collaborer ne tient plus. Arnaud est alors banni de la confrérie des assassins. Mais il va tout de même continuer sa carrière d'assassin seul, et retourne à Paris, assassiner Latouche qui est en train de guillotiner un certain nombre de personnes, mais finalement avec Élise, qui l'aura supplié de quand même l'aider, ils vont tomber sur un certain Robespierre qui connaît l'emplacement de Germain. Il lui ordonne de leur dire un flingue sur la tempe, et celui-ci, il aura pas tenu longtemps, il leur dit direct. Arnaud et Élise foncent alors combattre Germain ensemble, Arnaud est enseveli sous des débris tandis qu'Élise le combat seul, et se fait assassiner. Elle finit morte dans les bras d'Arnaud. Finalement celui-ci parvient à se libérer et mettre fin au règne de Germain Trucmuche, oui j'ai la flemme de dire son nom. Et voilà, le jeu se termine comme ça. Est-ce qu'on peut y voir un lien avec la situation politique actuelle en France telle que je l'ai indiqué dans le titre? Eh bien, libre à vous de faire votre propre avis, mais sincèrement, je pense pas. Au-delà des quelques personnes qui avaient l'air un petit peu trop enthousiastes à l'idée de guillotiner le président, faut pas oublier que la plupart des manifs en ce moment, c'est des gens qui se font tabasser par les flics, ou des parodies douteuses de la chanson Free From Desire, de Gala, chantée et dansée à tue-tête dans les rues de Paris, et je ne veux aucun commentaire sur mon accent anglais. Et si vous voulez mon avis plus concret, eh ben vous l'aurez pas. Personnellement, faut pas oublier que je suis juste un gamin qui aime bien faire des résumés de différentes œuvres, et passer des heures devant son PC à monter des vidéos. Mais si vous y tenez tant que ça, histoire que ça soit pas trop putaclic, je tiens à préciser quand même que c'est sûrement la première vidéo que je fais putaclic sur ma chaîne. Eh bien, on va faire une petite analyse de la situation actuelle. Et ouais! Commençons donc par analyser une petite interview qui a été faite sur le sujet. Mais que dites-vous à ceux qui vont manifester demain? 9e journée d'action dans la rue. C'est quoi? C'est pas la peine d'y aller? Il n'y a plus rien à négocier? Non, d'abord... C'est la fin de partie. Alors, je voudrais essayer de dire d'abord ce que ce texte va faire et pourquoi on l'a fait. Vous savez, au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui, peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Au moment où moi je suis rentré dans la vie active, il y avait 10 millions de retraités. Il y en a aujourd'hui 17 millions. Dans les années 2030, il y en aura 20 millions. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles? On rentre de plus en plus tard dans la vie professionnelle. On vit, et c'est une chance, de plus en plus tard. Nous avons un système par répartition qui fait que c'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. On ne finance pas les nôtres. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. J'y comprends rien. Bon, ouais, faut dire que je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous en faire une synthèse. À moins que ça soit juste volontairement incompréhensible. Non, parce que si on s'en tient au fait, ce qu'il nous dit, c'est que le nombre de retraités augmente chaque année de plus en plus. Ok. Maintenant, où est le problème? Est-ce qu'il a peur qu'au bout d'un moment, un trop gros pourcentage de la population soit à la retraite et qu'on ait moins de travailleurs? Non, parce que si c'est ça, faut considérer qu'à côté de ça, la population des jeunes augmente aussi et 2 fois plus vite. C'est juste normal qu'il y ait plus de retraités. Et ce que ça cause, c'est la surpopulation, ça n'a vraiment rien à voir. Si c'est vraiment ça la seule justification qui nous est donnée, on peut franchement comprendre le nombre impressionnant de manifestations. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Mr. Flip Guys pour vous servir. A plus.